Vous voyez le premier slide. Donc c'est donc le titre de la conférence qui est en même temps le titre du livre qui concerne un thème dont on va parler aujourd'hui. Ça s'appelle les sous-personnalités. Je vais vous expliquer bientôt de quoi il s'agit. Mais déjà, comme vous voyez l'illustration de ce livre, on a une mosaïque. Et c'est une manière de représenter finalement la multiplicité de notre personnalité, dans le sens où parfois les gens se voient comme une seule personne, c'est-à-dire un seul moi. Et à y regarder de plus près, en fait, on a différents rôles, différentes formes d'expression. On n'est pas toujours le même selon la personne avec qui on parle, selon les circonstances également. Et en cela, on peut du coup parler d'une mosaïque, donc qui compose alors la personnalité. Donc c'est pas un seul bloc monolithique, mais plutôt des fragments, différentes facettes. Et c'est tant mieux, vu comme ça on est dans une sorte de diversité, une multiplicité, avec différents talents, différentes formes d'expression. Et tout ça forme donc ce qu'on appelle en psychologie ben, la personnalité. Voilà, je reviendrai à certaines définitions par la suite. Euh, Tout d'abord, voilà, donc je fais partie de l'Institut français de psychosynthèse, donc l'IFP, qui est basé à Paris, en plein centre, rue de la Verrerie. Donc c'est à la fois là que j'ai été formé et c'est aussi là que je suis devenu formateur. Donc ce livre, La mosaïque de lettres, a été édité la première fois en 2012, la deuxième édition en 2023. Elle a été augmentée de l'un ou l'autre chapitre. Euh, donc, en guise d'introduction, je vais juste vous lire un petit passage. Donc, je propose de vous immerger dans cette petite histoire. Donc, imaginez un navire de croisière. Nous allons commencer la visite. En entrant, vous êtes accueilli par des hôtesses et un bagagiste prêt à porter votre valise. Vous découvrez le hall central avec un escalier et un parterre de fleurs où un jardinier travaille soigneusement. Vous montez en direction du restaurant où les serveurs assistent quelques clients attablés. Par un hublot, vous apercevez les cuisines, avec son chef affairé au milieu d'une équipe de cuisiniers minutieux. Vous poursuivez votre chemin dans un long couloir, donnant accès aux cabines, où vous croisez femmes de ménage et personnel de maintenance. Après avoir gravi quelques marches, vous passez une porte qui mène au pont, à l'avant du navire. Vous réalisez alors que tout cet équipage au sein du navire est comparable à une armée de fourmis. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun porte son uniforme et a l'attitude qui convient à sa tâche. Tous sont profondément concentrés sur leur travail, tellement identifiés à leur rôle qu'après quelques semaines de croisière, on voit apparaître certains phénomènes étranges. L'hôtesse d'accueil s'endort avec son sourire artificiel, comme une grimace dont elle ne peut plus se défaire. Un cuisinier en plein cauchemar voit des légumes finement coupés carbonisés dans la casserole qu'il a oubliée sur le feu. Une femme de ménage somnambule nettoie les vitres en dormant. Sont-ils devenus fous? Ont-ils oublié qui ils sont? L'ont-ils jamais su? Vous regardez le ciel puis la mer, et il vous semble que le navire ne bouge pas. Vous tournez subitement la tête vers la cabine de pilotage, elle est vide. Où est le capitaine? Qui dirige le bateau? L'activité humaine sur ce navire peut sembler absurde, mais n'est-ce pas un reflet de notre société où chacun fonctionne dans son propre rôle sans s'interroger sur l'orientation de sa vie en rapport avec le monde? Il n'est pas inutile, si nous ne voulons pas vivre endormis ou inconscients, de se demander régulièrement qui dirige ma vie. J'ai eu tel comportement dans telle situation, quelle partie de moi s'est exprimée? Dans une certaine circonstance, je fais un choix. Qui a décidé?
Voilà, donc ça c'est pour un petit peu poser le décor. Et comme vous avez vu à la fin, je suggère quelques questions qui sont intéressantes à se poser de temps en temps. Alors on va tout de suite démarrer donc avec ce concept des sous-personnalités. Voilà, d'abord, je vais vous montrer un peu le programme d'aujourd'hui. Donc on va faire un premier exercice préliminaire pour aborder d'une façon plus pratique en fait ce concept des sous-personnalités. Ensuite, on passera à quelques définitions, donc de la personnalité, la persona et des subpersonnalités. On verra quelques caractéristiques de ces subpersonnalités, ainsi qu'un tableau qui représente quelques catégories. Et enfin, on va faire un autre exercice pour essayer de tendre et peut-être parvenir à un équilibre entre des pôles opposés. Et on va aussi voir quelques lois psychologiques qui régissent ces sous-personnalités. Alors, dans un premier temps, et avant même de vous donner une définition plus précise de ça, je vais vous proposer un exercice tout simple. Donc, je vous ai proposé de prendre une feuille blanche et un crayon. Donc, je vous propose de dessiner une fleur, donc avec un centre, et à partir du centre, dessiner quelques pétales. Peut-être plus que 5, parce que dans chaque pétale, je vous demanderai de noter un rôle, une fonction que vous tenez dans la vie. Donc, par exemple, si vous êtes mère de famille, mère, c'est déjà un rôle que vous tenez, un rôle familial. Votre travail également, c'est une fonction, un rôle. Euh, on peut aussi retrouver des traits de caractère, hein. Par exemple, si je dis je suis timide ou si je suis perfectionniste. Voilà, je vais noter ces termes-là dans un pétale de la fleur. Et donc, il y en aura forcément un peu plus que 5, je crois, si vous commencez. Voilà, je vais vous le laisser donc 2 ou 3 minutes pour commencer. Ce sera peut-être pas complet au bout de 3 minutes, mais en tout cas, vous aurez déjà quelques mots, quelques rôles et quelques caractéristiques, en tout cas, qui peuvent un petit peu définir votre personnalité. Donc, dans le centre, vous pouvez mettre le pronom je, donc je au centre, et ensuite la fonction, le rôle ou le trait de personnalité, lui vient dans le pétale.
Vous avez une question, un doute, n'hésitez pas. Vincent? Oui, Oui, bonsoir, c'est Jean-Luc, bonsoir. on se connaît. Et j'ai pris un peu l'affaire en cours de route, donc Ah je oui, suis allé chercher. Oui, voilà, donc je suis un petit peu décalé. Mais bon. ok, t'as pas toutes les Est-ce- instructions que j'ai données peut-être. Donc, j'ai pas tout, non, j'ai pas tout eu. Bon, ça fait rien, je vais ok, essayer donc de. au centre de la feuille, tu peux dessiner un petit cercle et à partir de là va venir différents pétales comme une fleur. Euh, le nombre de pétales va dépendre un petit peu du nombre de rôles et de fonctions que tu tiens dans la vie. Donc j'ai donné quelques exemples. Par exemple, si je suis père de famille, ben ça c'est déjà un rôle. Époux, mon travail également, c'est un rôle, une fonction. Euh, Si je suis Mhm, passionné de sport, c'est déjà aussi quelque chose que je peux noter. Et puis aussi, les traits de personnalité peuvent se retrouver là également. ok, Donc, j'ai donné d'accord. l'exemple, voilà, si je suis perfectionniste, ben, ça, c'est un trait que je peux noter également dans un pétale. Très bien, oui. Merci. Voilà, Désolé. pas de souci. Mhm. Euh, Oui. je voulais savoir, est-ce que c'est dans chaque pétale, combien de traits qu'il faut mentionner? Un seul par pétale, en fait. D'accord, Donc, il merci. y aura autant de pétales que de sous-personnalités, en fait. Ouais. D'accord. Et alors, l'ensemble de la fleur forme alors votre personnalité avec toutes ces facettes qui sont ces différents pétales. Alors là, dans l'exercice, ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu, ben, c'est tout ce qui est le plus évident pour vous, le plus conscient, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi des aspects de nous qui sont moins visibles, voire inconscients, parfois que les autres voient, mais qu'on ne reconnaît pas nous. Euh, Ça touche autant nos talents que nos défauts, disons. Voilà, mais ce qui vient en premier en général, c'est les facettes de nous-mêmes les plus évidentes et oui, les plus développées dans notre vie, en tout cas actuellement. Quelqu'un veut prendre la parole et donner deux, trois exemples qu'il a pu noter, juste à titre indicatif pour les autres? Mhm. Oui, euh, là, j'ai noté la rigueur, parce que je suis comptable, moi. Oui, Il faut la sincérité, oui. voilà. J'ai mentionné également la vérité. Voilà, Mhm. merci. Bonsoir, vous Oui, m'entendez? oui, Bonsoir, je suis Sophie. oui, Moi, j'ai fait une fleur avec plein de pétales. J'ai mis ce qui me passait par la tête. Je suis une maman, une sœur, une fille, une tante, une amie, une copine.
Oui. Une bénévole, une coopératrice, une animatrice, une artiste. Je suis nostalgique, joyeuse. Une cycliste, une automobiliste, une femme. Je suis Mhm. vulnérable, je suis une élève, une conductrice, une jardinière. Voilà, j'ai mis plein de... Voilà, ce qui me passait par la tête dans Oui. mes De nombreuses rôles de la facettes, vie. je vois, oui, oui. Voilà. Mhm. Et du coup, dans cet exemple-ci, quelque chose qui paraît évident, mais voilà, j'ai entendu je suis une femme, et peut-être que tout le monde n'a pas pensé à ça, tellement c'est évident, on va dire, hein, mais c'est quand même quelque chose qui définit aussi notre personnalité, le genre, hein, donc n'hésitez pas à le noter. C'est parfois ce qui est le plus évident qu'on qu'on oublie, mais alors je vais poursuivre hein, parce que le temps passe et vous aurez l'occasion de toute façon de m'interrompre, de poser des questions et à la fin également on aura peut-être un peu de temps pour cela. Alors on va maintenant passer à une définition, hein. Voilà. Alors d'abord, définissons la personnalité telle qu'on l'explique en psychologie. Donc on voit la personnalité comme un ensemble complexe où se combinent les pulsions, les défenses, c'est-à-dire les mécanismes de défense, les rôles, on vient d'en parler, les adaptations acquises et la conscience de soi, ensemble qui vit dans le monde et constitue un être unique. Donc conscience de soi, ça c'est aussi important dans le sens où ça touche l'être humain en particulier, et pas les animaux. Alors voilà, c'est une définition brève, mais qui me semble en tout cas reprendre l'essentiel. Elle pourrait évidemment être plus longue, hein, mais ça nous donne déjà une idée de... Donc rien que les deux premiers mots, ensemble complexe, nous font déjà voir que, hein, un petit peu comme l'illustration que vous voyez sur le côté, cette mosaïque, mais c'est un ensemble et complexe parce qu'il y a une myriade de petits aspects, hein, de mosaïques qui vont composer donc cette personnalité. Alors maintenant, comment on définit les subpersonnalités, c'est-à-dire ces sous-aspects de la personnalité globale? Et là, c'est en fait un concept développé par Roberto Assagioli, qui est un psychiatre italien et qui est lui-même le fondateur de la psychosynthèse et de l'Institut, justement, Institut français de psychosynthèse à Paris. Donc lui définit ce terme par personnage intérieur qui s'exprime dans différents rôles selon les circonstances et le milieu. Alors évidemment, il a défini ce terme sous-personnalité qui est vraiment un concept propre à la psychosynthèse, mais il n'a en même temps rien inventé. C'est-à-dire que d'autres avant lui avaient déjà perçu, que ce soit philosophes ou psychologues, avaient déjà perçu que on n'avait pas un seul moi, mais qui avait différents aspects. D'ailleurs, William James, psychologue américain au 19e siècle, parlait de petits moi. Donc, il disait pas le moi, mais il y a les petits moi, où il parlait de différents jeux, donc pour parler de cette variété d'aspects, en fait. Voilà. Alors, c'est pas si évident que cela, dans le sens où quand on s'exprime, on dit je, donc on a toujours l'impression que c'est un moi qui s'exprime, mais en fait, non, à différents moments de la journée, ce sera différents moi en réalité. Alors, on va aussi... Ah pardon, je vais revenir en arrière. Voilà. Une autre manière... Oui, je dois juste bouger. euh, Excusez-moi. Une autre définition encore d'un élève d'Assageli, donc Ferrucci, qui disait que ce sont des satellites psychologiques consistant comme une multitude de vies à l'intérieur du médium global de notre personnalité. Chaque subpersonnalité a son style propre et sa propre motivation. Alors ça, c'est encore une autre manière imagée de voir les choses. Donc, on peut voir le jeu comme le jeu central, hein, le centre de notre personnalité,
comme étant par exemple le Soleil autour duquel va graviter différentes planètes, satellites du Soleil, et ces planètes seront des moyens d'expression à chaque fois. Donc chacun va tenir un rôle différent. Une autre image aussi très parlante, c'est celle du chef d'orchestre, donc le chef qui dirige, ça c'est le je au centre, et chaque musicien du concert va représenter une sous-personnalité. Alors on voit directement à travers cette image que si ils ne sont pas harmonisés, accordés l'un l'autre, s'ils ne suivent pas d'ailleurs le chef d'orchestre au centre, c'est un chaos et ça va donner lieu à une cacophonie et non à une harmonie. D'où l'importance de ce travail sur soi, justement, de pouvoir identifier ces aspects en nous pour mieux, justement, les diriger à volonté selon les circonstances de la vie, plutôt que les subir. Dans le sens où, là, c'est une remarque de Roberto Assayoli qui disait que tout ce qui reste inconscient en nous nous dirige. Et tout ce qui devient conscient, alors là, on a un pouvoir dessus et on peut alors le contrôler et le diriger. D'où l'importance de faire ce travail. Et d'ailleurs, par moments dans la vie, dans certaines circonstances, ça peut tous nous arriver, ou peut-être ça a déjà été le cas une ou deux fois, de ne pas se reconnaître, c'est-à-dire et que les autres nous disent, mais tiens, il est pas lui-même, il s'énerve alors que c'est normalement quelqu'un de calme, etc. Et donc, comme on dit, l'expression le dit, on sort de soi-même. En fait, on n'est pas complètement en soi à ce moment-là. Et là, c'est en fait une sous-personnalité inconsciente qui a pris le dessus et qui s'exprime parce qu'elle avait un besoin qui n'était pas satisfait. Alors, voilà pour les définitions. On va maintenant passer justement, oui, une toute dernière définition parce que vous connaissez peut-être le psychiatre et psychanalyste Carl Jung qui a défini, lui, ce concept de persona et qui entre un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui, dans le sens où il définissait la persona comme le masque social, en référence justement au masque du théâtre grec qui permettait justement de tenir tel ou tel rôle. Et ce masque aussi permettait à la voix de porter loin, donc d'être entendue à l'arrière par tous les personnes du public. Donc justement, ce que Jung appelle la persona, on pourrait le définir comme un ensemble de sous-personnalités. C'est pas l'ensemble de toutes nos sous-personnalités, mais en tout cas d'un groupe correspondant à nos diverses stratégies d'adaptation. Donc c'est comme une panoplie de masques que l'on utilise en société selon les circonstances. Ainsi, chaque profession, par exemple, possède sa propre persona. Et ça, quand on est étranger ou nouveau dans un milieu, et qu'on est un petit peu observateur justement des travailleurs dans ce milieu-là, on peut repérer justement ces facettes qui fait qu'il y a une certaine attitude, une certaine expression qui est similaire aux gens de ce milieu. Alors donc la persona, évidemment, ça n'est pas nous-mêmes, hein, c'est toujours un masque, c'est l'apparence qu'on donne aux autres, en tout cas à la société. Je ne parle pas de nos relations intimes, familiales et amicales, mais dans la société en général ou au travail, etc., ben, on porte ce masque social, on va dire. Alors, c'est pas un problème en soi, mais le tout, c'est d'en être conscient et de savoir en quoi constitue ce masque, en fait, hein, et de temps en temps, de pouvoir aussi l'enlever. Alors, on va maintenant passer en revue quelques caractéristiques des subpersonnalités. Alors, la première, c'est que chaque subpersonnalité est constituée d'un ensemble d'attitudes, de gestes, de sentiments, de comportements, d'habitudes et de croyances. Alors, on a pris quelques exemples tout à l'heure voilà, une personne a dit je suis mère de famille. Ça, c'est effectivement une sous-personnalité, un rôle qui est tenu dans la vie. Et avec ce rôle-là vient certaines attitudes, certains gestes aussi, au quotidien, on va dire,
et comportements. Alors après, évidemment, on peut tout de suite voir que une mère n'est pas l'autre. Il y a différentes manières de jouer ce rôle-là. Et en ça, vous aurez vos attitudes propres par rapport à cette sous-personnalité. J'ai aussi donné l'exemple tout à l'heure de traits de caractère comme, voilà, imaginons je suis perfectionniste, ça c'est une sous-personnalité. Ce trait-là peut être joué, par exemple, dans ce rôle familial qu'est la mère de famille, mais pas nécessairement. Ce trait-là peut, par exemple, jouer au travail ou inversement, en famille, mais moins au travail. Donc, vous voyez, ces sous-personnalités vont s'associer entre elles, donc le côté mère et perfectionniste, par exemple, ou employé de bureau et perfectionniste vont pouvoir s'associer ou pas. Comme je dis, ça dépend toujours un petit peu des circonstances et de comment vous voyez votre propre rôle. Parfois, c'est des processus inconscients, hein, comme il est dit à la fin de la phrase, il y a aussi des croyances qui sont associées à ça. Donc le rôle mère de famille, mais forcément, il va être imprégné de ce qu'on a connu nous enfants, de comment nos parents tenaient ce rôle-là. Et si on ne fait pas un travail de discernement, on va très souvent prendre inconsciemment, en tout cas, certaines tendances de la manière dont nos parents jouaient ces rôles-là. Ou parfois être aussi en réaction par rapport à ces rôles. Donc aller un petit peu à l'inverse, ça c'est possible aussi. Donc voilà, dans ce petit exemple, on voit tout de suite qu'est associé attitude, croyance, comportement, etc. Deuxième caractéristique qu'on pourrait donner, c'est qu'elle est elle est motivée par un besoin particulier. Donc vous connaissez probablement quelque chose qui est très connu en psychologie, mais pas seulement, aussi en marketing et en sciences sociales. Donc c'est la pyramide de Maslow, qu'on appelle la pyramide des besoins. Donc c'est une gradation en différentes catégories de besoins, des plus concrets aux plus abstraits, on va dire, ou en tout cas des plus. Donc à la base de la pyramide, on a les plus élémentaires, on va dire, donc comme les besoins de sécurité. Et dans cette catégorie, on va retrouver le besoin de manger, de dormir, enfin tout ce qui est besoins vitaux, le besoin de s'abriter, etc. Donc Maslow disait que quand ces besoins étaient la première catégorie était remplie, on pouvait passer au deuxième rang, donc besoin d'appartenance, qui touche un peu plus tout ce qui est statut social, etc. Ensuite, besoin d'estime, troisième catégorie, d'être reconnu en société, etc. Ça touche aussi, oui, notre travail, évidemment, hein. Être reconnu pour notre travail, etc. Euh, et puis vient ensuite des besoins plus, oui, plus intimes, je dirais, donc tout ce qui touche à la réalisation de soi, ce qui se développe très fortement dans notre société aujourd'hui, hein, dans le sens où on est une société d'abondance, hein, on n'est ni en guerre ni en sous-développement. Donc les besoins de sécurité sont relativement remplis, d'appartenance, d'estime, etc. Ce qui fait qu'on peut alors toucher à des autres besoins, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle, hein, j'ai envie de dire, quand c'était la guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on peut penser à l'épanouissement personnel, chercher à méditer, à chercher le sens de sa vie, à se cultiver. Donc tout ça touche la réalisation de soi. Et puis vient au sommet encore d'autres besoins qui touchent le transpersonnel. Donc ça, c'est au-delà de soi, j'ai envie de dire, c'est même plus au niveau de la réalisation de soi, mais c'est par exemple quand quelqu'un s'engage dans l'humanitaire, là ça touche le mot besoin d'ailleurs n'est pas tout à fait juste, mais plutôt on va parler d'aspiration par exemple. Euh, ou également ce qui pourrait être artistique, même si ça touche aussi la réalisation de soi, hein, l'artistique, mais aussi au-delà de soi quand l'œuvre touche à l'universel, etc. Donc transpersonnel, oui, c'est tout ce qui va apporter au monde, etc.
et donc nous dépassent en fait à ce moment-là. Et c'est aussi des choses qui peuvent perdurer après notre mort, alors. Donc ces besoins, qui sont multiples, comme vous voyez, mais sont tous rattachés à une sous-personnalité. Ainsi, je disais au départ qu'il y a certaines sous-personnalités qui chez nous sont inconscientes. Mais regardons les besoins de sécurité. Donc on a tous en nous un homme ou une femme plus instinctive, euh, vraiment liée à l'instinct de survie, j'ai envie de dire. Et dans une situation normale, j'ai envie de dire, bah, il n'y a pas besoin que cette partie-là de nous s'exprime, mais si on était en guerre et besoin de s'alimenter et avec énormément de manque au niveau vital, bah, ce côté instinct de survie émergerait. Donc, cette sous-personnalité prendrait forme et nous aiderait justement à survivre. Et on peut dire la même chose pour le sommet de la pyramide. Il y a peut-être en nous, euh, je dis peut-être parce que je ne peux pas généraliser pour tous ceux qui sont là, mais des tendances ou des dimensions de l'ordre transpersonnel qui sont de l'ordre du potentiel, un potentiel supérieur en nous, mais qui ne sont pas conscientes et donc pas reconnues. C'est peut-être même des talents cachés qui sont en nous et qui cherchent qui chercheront peut-être un jour à s'exprimer si on leur donne la place et le temps. Donc là, ça touche le sommet. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a donc dans notre inconscient aussi hein, des sous-personnalités qui sont là. Mais sinon, d'une manière générale, il y a des choses qu'on peut reconnaître consciemment en nous. Hein, quand on manque de reconnaissance et qu'on est heurté, blessé à cause de ça, ben, on peut se dire, ah, ok, ça touche ce besoin-là, j'ai pas été estimé, respecté à ma juste valeur. Et donc, il y a une sous-personnalité qui peut venir un petit peu, en tout cas, s'affirmer et demander cela. Euh, voilà, donc tout ça pour exprimer donc, le besoin qui est caché au sein de la sous-personnalité. Donc, je dis bien caché parce que c'est pas ce qu'on voit en premier lieu. Et nous-mêmes, quand on s'exprime autour de notre entourage, souvent, hein, si tel ou tel besoin n'est pas satisfait, c'est parfois l'affirmation et la colère qui va sortir en premier, et on va pas toujours exactement comprendre pourquoi, alors que si on prend un peu de recul et qu'on regarde, tiens, voilà, je suis blessé, je suis heurté, qu'est-ce qui se passe en moi? Ben, la bonne question à se poser, c'est quel est le besoin qui n'a pas été satisfait justement dans l'interaction avec les autres, etc. Et une fois qu'on a reconnu ce besoin calmement, alors là, on peut l'exprimer aussi calmement et en laissant le choix à l'autre. Et là, ce ne sera pas sous le coup de la colère ou de l'irritation, mais on peut dire simplement, voilà, j'ai ce besoin-là, j'ai telle attente, est-ce que tu peux y répondre? Mais ça, je dis bien, c'est pas toujours évident, en fait. Voilà, d'où l'importance de retenir que derrière une sous-personnalité, je peux utiliser le mot personnage aussi hein, pour parler de ces facettes de nous. Donc derrière tel personnage qui s'exprime à travers moi, il y a tel ou tel besoin. S'il y a une question, une remarque ou un exemple que vous voulez donner, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Il suffit d'ouvrir votre micro. Alors, je vais passer à une troisième caractéristique. Chaque sous-personnalité a son propre univers. Donc ça, on peut s'en douter. Je l'ai un petit peu suggéré en disant que chaque profession a ses types de sous-personnalités. Et bah, une profession, c'est déjà tout un univers. Une famille aussi, hein, c'est un petit microcosme également. Euh, et une quatrième caractéristique, donc certaines sous-personnalités ont un cycle de vie limité. On pourrait presque dire la plupart d'ailleurs, hein, même si leur cycle peut être plus ou moins long, ça dépend. Donc celles-ci sont par exemple en rapport avec les différentes phases du développement humain. Donc si on regarde justement dans le tableau ci-dessous, ben, regardons donc justement
la cinquième colonne, donc les sous-personnalités qui se succèdent dans le temps. Eh bien, on a l'enfant, l'adolescent, le jeune, l'adulte, le vieux, le vieillard. Voilà, tout ça, c'est des sous-personnalités qui auront leur propre attitude, leur propre posture, leurs propres besoins également, hein. Ils sont évidemment différents selon l'âge. Et là, on comprend bien que l'enfant, ben, c'est un cycle de vie qui a 12, 13, 14 ans, puis vient l'adolescent ensuite. Et donc, on voit bien là que c'est des sous-personnalités à cycle de vie limité. Ceci dit, je crois que tout le monde ici est à l'âge adulte, mais on a tout de même toujours en nous un enfant intérieur. Donc, il est peut-être enfoui dans l'inconscient, mais il est toujours là. On a aussi un adolescent en nous qui est aussi enfoui. Et puis un jeune, hein, qu'on peut encore reconnecter peut-être plus facilement. Ou on peut aussi se sentir entre deux âges également, pas totalement jeune, pas totalement vieux, dans le sens où ces cycles de vie ne sont pas délimités d'une manière clairement définie, mais s'entremêlent, hein. On ne passe pas de l'enfance à l'adolescence du jour au lendemain. Il y a des petits allers-retours, etc. Et on peut dire ça aussi pour, une fois arrivé à la vieillesse, c'est pas du jour au lendemain. On a d'abord des premiers signes qui se font sentir dans le corps, etc. Donc voilà, tout ça est progressif et puis dépend aussi, j'ai envie de dire, de chacun et de son état d'esprit. Dans le sens où on peut toujours se reconnecter à cet enfant intérieur ou à ce jeune qui est en nous. Et donc, à partir de là, on peut dire que rester jeune est un état d'esprit aussi, hein. Alors, d'autres catégories, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, celles qui concernent la famille, aussi le professionnel, un artiste, docteur, psychologue, etc. Des sous-personnalités sociales aussi, donc dans l'exemple que quelqu'un a donné, il y en a quelques-uns qui ressortaient également. Donc voilà, ça peut toucher le sport, ça peut toucher une passion, ça peut toucher bah oui, un côté, la culture également, hein, ou des aspects plus religieux, par exemple. Donc toutes nos appartenances à telle ou telle communauté va faire jaillir en nous telle sous-personnalité. Et en cela, on pourrait d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais rajouter tout ce qui est communauté sur les réseaux sociaux. C'est peut-être du virtuel, mais ça a quand même une grande importance dans la vie de chacun aujourd'hui. D'ailleurs, les jeunes eux-mêmes qui jouent sur les réseaux en groupe se créent eux-mêmes un avatar, hein. Donc une image parfois idéalisée d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Mais on pourrait voir ça comme une sous-personnalité qui se construise, donc en tout cas un masque, une apparence qu'ils veulent se donner et qu'ils ont choisi avec tel ou tel trait. Et il n'y a pas que les jeunes dans les réseaux qui font ça, mais on voit aussi dans les réseaux sociaux certains adultes se créer une certaine image, une photo qui n'est pas tout à fait la leur, par exemple, etc. Donc ça, c'est une construction, mais qui exprime en tout cas une sous-personnalité aussi. Qu'elle soit virtuelle ou pas, finalement, n'a pas grande importance. Dans le sens où une sous-personnalité, c'est d'abord oui, un personnage psychique, hein, qui est en nous, et donc a une certaine existence malgré tout, dans le sens où ça s'exprime concrètement dans la vie. Et on voit combien, d'ailleurs, même si tout ça est de l'ordre du virtuel, hein, les réseaux sociaux, ben, elles ont tellement d'impact sur nos vies que ben, parfois ça les bouscule, hein. Ça a un effet concret. Donc à ce moment-là, ce virtuel a un impact et un degré d'existence. Alors voilà, ces catégories ne délimitent pas tout, hein, il y aurait encore d'autres choses à dire. Mais en tout cas, à partir de ce tableau, on peut déjà en catégoriser quelques-unes.
Alors, passons maintenant à quelques lois qui définissent, en tout cas qui expriment la dynamique qui a lieu au sein de notre psychisme, hein, qui est comme un petit théâtre intérieur, hein. Je n'ai pas encore pris cette image, mais euh, en nous, quand on vit certains conflits intérieurs, ben, c'est comme s'il y avait une pièce de théâtre avec deux acteurs qui se disputent, par exemple. Mais en fait, nous, on est le metteur en scène de la pièce. Mais parfois, on l'oublie, on est pris par ces petits conflits intérieurs. Ou on pourrait prendre l'image du Parlement, hein. C'est comme voilà, un Parlement qui discute. Hein, on peut être d'accord dans une certaine mesure pour une chose et moins pour une autre. Et voilà, ça exprime différentes tendances en nous. Et qu'on soit contradictoire n'est pas un problème ou qu'on ait des paradoxes, c'est normal, étant donné qu'il y a des aspects justement différents en nous qui s'expriment. On peut être perfectionniste dans un domaine et puis très paresseux dans un autre. Et donc, voilà, ça paraît des contradictions, mais c'est proprement humain en fait. Ça montre juste qu'il y a des tendances différentes en nous, donc des sous-personnalités différentes qui coexistent. La loi 1, justement, nous dit qu'une sous-personnalité coexiste avec un pôle opposé. Alors, je prends souvent cet exemple. Imaginez que vous avez dans votre groupe d'amis quelqu'un qui est plutôt le bout en train, très rieur, qui aime bien faire des blagues, comme un clown un petit peu, hein, qu'on aime bien inviter en soirée. Euh, et ça va donner donc une certaine couleur à sa personnalité, hein, au point que quand on l'invite, on s'attend à passer, à rire beaucoup, etc., à passer une bonne soirée. Eh bien, derrière cette sous-personnalité existe un pôle opposé, donc peut-être inconscient ou pas, mais en tout cas, il y a un personnage plus triste derrière et peut-être même déprimé. Et souvent, d'ailleurs, on voit chez les humoristes ou les clowns, hein, qui en font leur profession, parfois cette dualité justement en eux, on peut sentir derrière ce masque de bon vivant très joyeux, ben, il y a parfois une certaine tristesse qui se cache. Et si on creuse un peu leur vie privée, ben, ça se révèle en fait. Et donc voilà, j'ai pris aussi l'exemple du perfectionniste et le personnage opposé qui est plutôt dans le laisser aller et à ne pas regarder à la première erreur. Euh, Deuxième loi, donc, qui est un peu reliée à la première, donc de l'interaction des contraires, donc de cette dualité avec ces deux pôles opposés, un nouvel élément peut émerger. Ben là, justement, à ce sujet, je vous propose de faire un deuxième exercice. Et peut-être partez de des exemples que vous avez déjà en tête, hein. Vous avez votre page sous les yeux avec les différents pétales. Essayez justement de voir parmi ce que vous avez noté s'il n'y a pas deux opposés, ou en tout cas deux, s'ils ne sont pas clairement opposés comme joyeux, dépressif, ou il peut avoir des opposés pardon, des sous-personnalités qui sont en conflit. Je donne un autre exemple qui est assez courant aujourd'hui. La personne qui est extrêmement donc, engagée à son travail, à faire des heures supplémentaires, etc. Ben, il y a une autre sous-personnalité qui veut s'exprimer, c'est celle qui touche plus les loisirs, d'aller boire un verre avec des amis, de passer du temps avec les enfants, etc. Donc, faute de temps, ces deux parties-là peuvent être en conflit. On le voit d'ailleurs dans les burn-out, hein. C'est ce qui a, c'est ce genre de conflit qui mène au burn-out, c'est-à-dire une tension interne parce que certaines facettes ont des besoins qui n'ont pas été satisfaits et on a un peu tiré sur la corde souvent à cause du travail, les heures supplémentaires et une surexigence qu'on s'est donnée. Ça peut être aussi dans le contexte familial. On peut aussi se donner ces surexigences en famille et en faire toujours trop, jamais se détendre. Et là, donc, il y a conflit intérieur. Donc, essayez de trouver donc, deux tendances, deux personnages en vous qui peuvent être parfois en conflit.
ou clairement opposés, hein, des traits qui sont opposés. Et une fois que vous les avez repérés, alors on pourra travailler sur cette paire d'opposés. Voilà, est-ce que tout le monde est prêt? Faites-moi signe si vous n'êtes pas prêt ou si vous avez une question, un doute, n'hésitez pas, on pourra alors peut-être définir ensemble l'opposé. Voilà, vu le silence, je suppose que tout le monde est prêt. Mais je vous propose maintenant un petit exercice. Donc, je vous propose de simplement donc fermer les yeux et de poser les mains sur les genoux. Donc, si vous êtes assis, de mettre une main sur un genou, l'autre de l'autre côté, mais les paumes tournées vers le ciel. Donc, les paumes de vos mains comme deux petites coupes tournées vers le ciel dans une position détendue. Donc, vous pouvez relâcher les épaules, même relâcher les doigts, hein, ça ne sert à rien d'être crispé. Respirez une ou deux fois plus profondément pour relâcher toutes les tensions inutiles du dos, des bras. Et d'être conscient de la respiration aide aussi à trouver justement sa place dans le centre de conscience. C'est à partir de là qu'on peut observer ce qui se passe en nous, que ce soit au niveau des sensations, mais aussi des besoins propres au personnage intérieur qui nous habite. Ainsi, le calme s'installe en vous et vous pouvez mieux observer et sentir. Je vous propose ensuite d'imaginer qu'il y a une sous-personnalité qui est placée dans la paume d'une main, donc comme une petite figurine qui est un petit moi que vous visualisez dans la paume d'une main. Vous lui avez donné un nom tout à l'heure, donc vous pouvez la nommer et vous avez une certaine image de ce personnage qui tient tel et tel rôle dans votre vie. Ensuite, dans la main qui est opposée, vous visualisez l'autre sous-personnalité qui est son opposé, ou en tout cas le personnage qui est parfois en conflit avec la première. Mais aussi, vous pouvez la nommer. Ainsi, vous avez dans une paume un aspect de vous, un personnage, et dans l'autre paume, un deuxième, qui est son opposé, ou en tout cas la sous-personnalité parfois en conflit avec la première. Voilà, évaluer leurs qualités respectives, hein. Chacun tient un certain rôle dans votre vie. Chacun a son utilité, son importance, sa raison d'être, et aussi son propre besoin. Essayez de discerner quel est le besoin de l'une et le besoin de l'autre.
Ensuite, centrez votre attention au niveau du cœur et voyez ce centre du cœur comme une source de lumière. Et vous voyez un flux de lumière aller jusqu'aux épaules, puis dans les bras. Cette lumière qui va éclairer chacune des sous-personnalités, donc autant celle dans la main droite que dans la main gauche. Une lumière qui donne un certain éclairage, une certaine lucidité sur ces deux aspects en vous, mais aussi une lumière qui permet un processus d'équilibrage et peut-être de réconciliation. Ainsi, observez aussi ce qui se passe entre les deux paumes que vous pouvez commencer à tourner l'une face à l'autre, sans les toucher, mais en tout cas face à face, comme pour les faire communiquer l'une l'autre, un peu comme deux personnages que vous voulez faire rentrer en équilibre, en harmonie, mais en tout cas d'abord en discussion. C'est comme un petit peu une médiation avec deux personnages opposés et vous êtes vous-même le médiateur ou la médiatrice. Ainsi, consciemment, vous amorcez un processus d'équilibre et de synthèse entre ces deux parties qui forment la base d'un triangle dont vous pouvez visualiser le sommet qui est au-delà de ces deux aspects, mais qui représente une qualité qui peut les synthétiser, les fusionner sans rejeter l'un ou l'autre, juste dans la complémentarité. Peut-être y a-t-il un mot ou une qualité qui vous vient à l'esprit pour évoquer ce troisième aspect, donc au sommet du triangle, cet aspect qui réconcilie les opposés. Ça peut être un mot ou une couleur ou quelque chose de plus abstrait, un symbole, ou peut-être que rien ne vous vient à l'esprit pour l'instant parce que c'est un processus qui est à l'œuvre, qui peut prendre un certain temps. Mais en tout cas, l'attention que vous y mettez dans l'exercice, et peut-être que vous aurez envie de le répéter, permet cet équilibrage et cette harmonisation. Je propose de prendre encore une ou deux inspirations profondes, puis d'ouvrir les yeux. Si vous avez une impression particulière, une qualité ou un mot, n'hésitez pas à la noter. Je vais peut-être juste remonter. Là, je crois que vous voyez le slide ici où on voit les deux opposés, donc sous personnalité 1 et 2. Ensuite, je vous ai parlé du triangle, le voilà. Donc, d'abord, l'équilibrage se fait au niveau de la base du triangle ici, et on trouve un petit peu le point du milieu, qui est un petit peu le point d'entente minimum entre les deux opposés, hein, euh, où ils peuvent en tout cas entrer en dialogue et s'accorder, hein, faire quelques concessions l'un pour l'autre et se donner de l'espace et s'accorder. Et à partir de ce point d'équilibre vient cette ligne verticale qui va jusqu'au sommet, où se trouve la troisième qualité, donc, qui est synthétique, celle-là qui englobe à la fois les qualités de l'un et de l'autre, mais plus encore. C'est un petit peu comme dans ce symbole oriental du yin-yang, hein, qui symbolise cette synthèse entre les opposés.
Alors, ce point d'équilibre à la base, c'est un peu la porte d'ouverture vers ce chemin ou cette voie du milieu dont on parle aussi dans le bouddhisme, voie du milieu qui est cette voie de réconciliation des opposés. Donc, comme vous voyez, c'est un processus à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive du premier coup. Ça demande un peu du temps, de la répétition et aussi de l'observation de soi dans la vie de tous les jours, à travers la manifestation de telle ou telle partie, justement. Et peut-être dans les prochains jours, vous pouvez plus porter votre attention sur ces deux aspects sur lesquels vous avez travaillé. Euh, voilà, en gros, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que je vois qu'on arrive à la fin.